Des antagonistes marquants, nous en avons toute une pléthore sous le coude dans One Piece. Crocodile et sa prestance, Doflamingo avec son rire machiavélique et ses speeches légendaires, Kaido et sa puissance inégalée, et j'en passe. Mais un parmi tous a étonnamment attiré l'attention de la communauté. Ener. Il n'a vraiment strictement rien à voir avec les autres. Ce n'est pas un pirate, ni un marine, il n'a pas vraiment d'équipage, il ne vit même pas sur la mer Bleue, et son rêve n'entre absolument pas en contradiction avec celui de Luffy. Pourtant, il est attendu. Très attendu. Peut-être que ça vient de son pouvoir incroyablement puissant, le Goro Goro no Mi, sûrement l'un des logas les plus destructeurs existants au monde, ou encore de son voyage spatial et ses découvertes uniques qui sont encore au centre de très nombreuses théories sur la fin de One Piece plus de 12 ans après. Quoi qu'il en soit, quand la mention d'un retour de personnage se fait, Ener est automatiquement celui qui nous traverse l'esprit. Cette vidéo sera un peu spéciale puisqu'au lieu de théoriser sur la réapparition d'Ener dans un arc en particulier, j'ai décidé d'analyser dans un spectre plus large quel moment serait propice à son retour. Références mythologiques, liens scénaristiques ou simple logique, toutes les façons de penser seront adoptées pour cette vidéo et pour tenter de prédire son retour. Découvrons sous un nouvel aspect notre cher Ener et commençons avec l'arc qui s'inscrit déjà comme un classique, Wano Kuni. Si Ener pouvait revenir durant cet arc, ce n'est pas simplement car c'est celui qui est en cours actuellement tout en étant un des plus révélateurs sur les secrets de l'histoire. Non, il y a de nombreux liens, mythologiques ou scénaristiques, qui l'associent à Wano Kuni et au Japon, qui est la référence numéro 1 de cet arc. De petits éléments qui, bout à bout, forment une base solide pour théoriser sur le retour d'Ener dans ce pays. Tout d'abord, Ener possède un symbole antique très particulier sur ses tambours, le Tomoe. Ce symbole est composé du Magatama, qui lui-même est un des 3 grands trésors impériaux japonais. Autant vous dire qu'au pays du soleil levant, le Tomoe est hyper important et n'est pas utilisé de n'importe quelle manière. Les 4 tambours sur lesquels sont présents ces fameux Tomoe ne sont également pas là par hasard. Cette particularité physique est à l'origine propre du kami japonais Reijin, le dieu de la foudre. Reijin, aussi appelé Raiden, est décrit comme un démon cornu rouge qui invoque et reproduit le grondement du tonnerre en frappant sur ses tambours, soit exactement la représentation d'Ener qui, durant les combats, tapait sur les mêmes tambours que possède ce dieu japonais pour invoquer sa foudre. L'image d'un dieu primordial japonais de la foudre pour Ener est donc un très grand argument dans son éventuel retour sur Wano Kuni. Les techniques d'Ener avec son Goro Goro no Mi ont toute une connotation très divine mais surtout très variée. En effet, Oda a tenu à ce que chacune d'elles ait le nom d'un dieu du tonnerre ou de la foudre différent. Thor, Amaru, Ino, ce ne sont que des références à des mythologies différentes. Il n'y a donc pas spécialement à analyser de ce côté-là, même si finalement le thème du shintoïsme, de l'hindouisme et du bouddhisme revient assez souvent et qui sont d'ailleurs les principales religions japonaises. En réalité, l'origine des lobes d'oreilles allongés du Bouddha colle parfaitement à Ener. Il faut savoir que le Bouddha historique est à l'origine un prince particulièrement riche prétendant au trône. À l'image de sa fortune, il portait d'imposants bijoux en or et en particulier de lourdes boucles dont le poids a fini par déformer ses lobes d'oreilles. Quand ce fameux Bouddha a décidé de renoncer à sa vie princière et ses biens matériels, il a abandonné ses vêtements, rasé son crâne et retira ses fameux bijoux, tout en humilité. Maintenant, si on en revient sur Ener, eh bien, bijoux en or imposants, boucles d'oreilles en or également et lobes allongés, on retrouve une histoire finalement assez similaire. Ce n'est pas tout puisque cet élargissement de l'oreille permettra au Bouddha d'entendre absolument tous les sons du monde, qu'importe sa position. Si on en revient à notre bon vieux Ener, l'une de ses principales compétences est justement son ouïe incroyable qui lui permet d'entendre toutes les conversations sur l'île de Skypiea. Finalement, Ener ressemble beaucoup à ce Bouddha historique dans son accoutrement princier. D'ailleurs, cette ressemblance se retrouve dans son bâton, Nono Samabo. Dans le langage ancien, Nono aurait comme signification Dieu et Bouddha, confirmant d'autant plus le lien entre Ener et cette divinité. Donc, qui sait ? Peut-être qu'à son retour, il aura perdu toute l'arrogance qu'il avait lors de son introduction sur Skypiea, aura renoncé à tous ses bijoux dorés et sera devenu beaucoup plus sage tel le Bouddha dont je vous ai révélé l'histoire à l'instant. Ça serait grave cool comme développement pour lui, que toutes ses découvertes sur la Lune lui aient fait prendre conscience de la véritable valeur des choses, de la vie, etc. Bref, on s'égare mais finalement pas tant que ça. Entre les techniques, le physique et les références mythologiques, pas mal de choses sont liées à Ener et au Japon, et par extension Wano Kuni. Cette même île où les principaux personnages découverts tels que Tonoyasu, Yogoro ou encore Kaido se sont tous vus attribuer le titre de Mio, terme suprême désignant le gardien de Bouddha ou du Bouddha lui-même. Bien sûr, quand j'emploie le nom de cette déité, beaucoup penseront à Sengoku et son fruit du démon mythique. Mais une nouvelle fois, le Bouddha se raccorde à Wano puisque l'architecture de son bureau représente à nouveau, je vous le donne en mille, les portes du shogunat japonais. Donc force est de constater que les thèmes utilisés concernant Ener sont inlassablement reliés à tout ce que l'on peut retrouver dans l'arc actuel, ce qui pourrait donc justifier son éventuelle apparition. Il faut aussi savoir qu'Oda semble s'amuser de cet éventuel lien entre Ener et le pays des Wa. Rappelez-vous, ces mini-aventures se déroulaient en début de chapitre durant l'arc de Trailer Bark, qui, soit dit en passant, a été le premier arc à introduire Wano Kuni, Ryuma, Shushui, Kaido, etc. Bref,
Du chapitre 428 au 474, Oda dessinait la conquête spatiale de l'ancien dieu de Skypiea, et une fois fini, plus rien. Ener avait totalement disparu de l'œuvre d'Eiichiro Oda. Ce n'est que 12 ans plus tard qu'il décide de le redessiner une nouvelle fois, et devinez quoi? Dans une cover d'un chapitre de Wano Kuni, celle du chapitre 933 précisément. Évidemment, ça peut être un parfait hasard ou même n'avoir aucune véritable symbolique, mais en cumulant ceci avec les précédents éléments, ça fait quand même bien rire. Pour clôturer cette partie, je voulais aussi mettre en évidence quelque chose que vous ne savez peut-être pas, mais qui relie les îles Célestes à Wano Kuni, et ainsi donner un éventuel crédit au retour d'Ener dans l'arc actuel. Ener a récupéré tout l'or de Chandora, le légendaire cité d'or, pour son propre usage. Wano étant à l'époque appelé le Pays Doré, ne voudrait-il pas désormais se rendre sur cette île dans l'espoir de récolter à nouveau ce métal précieux? De plus, rappelez-vous que le rêve d'Ener était l'atteinte de sa terre promise, la Lune. Cet astre a sûrement un lien très étroit avec les divinités pour que celui surnommé Dieu veuille l'atteindre. Mais c'est aussi le même symbole que nous retrouvons à chaque chapitre qu'Oda fait sur Wano Kuni. Le nom des Kozuki, principale famille de Wano, signifie lune claire, ainsi que tous les autres clans alliés tels que Fugetsu, Amatsuki, Utsuki ou encore Shimotsuki avaient un lien avec cet astre. Donc oui, la lune, en plus d'être liée à Ener, est indéniablement liée à Wano Kuni. Si on veut aller plus loin et fabuler un peu, lors de la grande guerre de Marineford, Crocodile est venu en aide à Luffy à la surprise générale, celui que l'on peut considérer comme le premier véritable adversaire de Luffy d'ailleurs sur Grand Line. Son deuxième grand ennemi l'arc suivant étant Ener, peut-être que lui aussi reviendra filer un coup de main inattendu à Luffy dans la deuxième grande guerre du manga, celle d'Onigashima face aux deux empereurs. Bon, comme vous pouvez le constater, cela fait quand même beaucoup de liens entre Ener et Wano Kuni, ainsi que toutes les références ajoutées par Oda. Tout en continuant de baigner dans la culture japonaise mais en s'éloignant de Wano Kuni, nous allons voir désormais à quel autre moment le grand Ener pourrait apparaître. Les fleurs de Sakura, symbole mythique du pays du soleil levant, vont nous mener sur l'île du grand génie Vegapunk pour continuer notre analyse. Si je parle de Vegapunk d'un coup, ce n'est pas dénué de sens ou d'intérêt, car outre l'arc de Wano Kuni, le retour d'Ener pourrait être lié à l'apparition même du grand génie à la solde de la marine et du gouvernement. Laissez-moi vous expliquer comment et pourquoi ces deux personnages pourraient avoir ce lien. Vegapunk est le plus grand génie de tous les temps, ayant plus de 500 ans d'avance sur tous ses congénères. C'est de cette façon qu'il a été introduit dans l'histoire de One Piece. Et en creusant un tout petit peu, son histoire s'entremêle de plusieurs façons avec Ener. Vegapunk est né sur Baljimoa, l'île hivernale où a séjourné Franky durant les 2 ans d'ellipse. Sur cette même île est né le vieux Tsukimi, un personnage apparu justement dans les mini-aventures d'Ener dans un décor japonais atypique sous une floraison de cerisiers. Là où ça devient très intéressant, c'est que ce professeur Tsukimi avait une nouvelle fois un lien avec la lune, puisque le mot Tsukimi signifie contemplation de la lune, un jeu de mots avec son passe-temps favori. Comme nous l'avons vu précédemment pour les principales familles de Wano Kuni qui avaient dans leur nom toujours un thème relié à la lune. Le professeur Tsukimi, en plus d'être doué de compétences mécaniques sûrement très avancées à l'image de Vegapunk, était accompagné de 4 petits êtres étranges nommés Spacey. Après la mort du professeur, ces 4 Spacey ont voyagé vers la lune, là où ils ont rencontré les pirates de l'espace et perdu face à eux. Il leur a fallu attendre plusieurs années avant que le grand Ener débarque sur sa terre promise et retrouve les dépouilles des 4 Spacey qu'il réanimera. C'est avec ses nouveaux compagnons qu'il découvrira la mystérieuse cité lunaire Bilka et son armée d'automates. De par cette histoire, Ener et Vegapunk sont donc liés bien plus étroitement qu'on pourrait le penser, à travers le professeur Tsukimi, originaire de la même île que le génie scientifique. Ce n'est pas tout, bien entendu, puisque cette fois-ci, c'est un autre personnage qui va nous intéresser, Sentomaru, garde du corps personnel de Vegapunk. Oda s'est inspiré de Kintaro, l'un des héros du folklore japonais une nouvelle fois pour la création de Sentomaru. Mais par-dessus tout, il lui a également ajouté le symbole du Tomoe. Si vous suivez, et je suis sûr que vous suivez, il s'agit là du même symbole présent sur les tambours d'Ener que l'on avait analysé un petit peu plus tôt dans la partie Wano Kuni. Est-ce un réel hasard, sachant que ces emblèmes n'ont été vus que sur ces deux personnages? Est-ce un réel hasard que l'île d'où vient Vegapunk, parmi les milliers peuplant le monde, abritait les Spacey, désormais à la solde d'Ener? Au final, Vegapunk est celui à même de disposer des connaissances pour nous en apprendre plus sur l'espace et la lune, soit exactement tout ce qu'a trouvé l'ancien dieu de Skypiea lors de sa conquête lunaire. Bon, on a vu les références mythologiques, les liens avec des personnages, maintenant parlons un peu plus de symbolique et rendons honneur au premier personnage à avoir pris le nom de dieu dans One Piece. Car oui, des autoproclamés dieux, il y en a sur la mer bleue. Les Tenryubito, les descendants des créateurs du gouvernement mondial, se sont attribués un grade que nul autre ne peut contester et agissent comme de véritables divinités intouchables. Considérés comme maîtres du monde, ils règnent depuis leur terre sainte, Marie-Joise, à une hauteur que nul autre ne peut égaler, hormis peut-être les Minx sur Zunesha ou les îles Célestes et leurs habitants. Que se passerait-il si Ener se retrouve face à d'autres dieux? Cette partie mettra donc en avant la symbolique de la réapparition d'Ener et par-dessus tout le déroulement de sa cohabitation avec d'autres dieux de ce monde. Nous le savons, les prochains arcs de One Piece vont irrémédiablement s'orienter vers un conflit d'ordre mondial, avec le gouvernement et Im comme principaux acteurs. À cela, je me suis demandé quelle serait la place d'Ener dans un tel conflit,
lui se proclamant comme le dieu unique. Sa philosophie et par-dessus tout son égocentrisme, s'il le possède toujours, serait des traits de son caractère le poussant à prendre la place de n'importe quel autre dieu. Actuellement, il est dans une position apte à peut-être retracer toute l'histoire de l'humanité depuis l'arrivée des 3 êtres ailés sur la Terre, ce qui peut inclure la création de l'Ancien Royaume, l'histoire de Joy Boy, des armes antiques, mais par-dessus tout la création du gouvernement mondial. Ener n'est pas du genre à faire dans la pitié ou encore dans l'aide aux plus démunis, il est sans cœur et je ne pense pas qu'il ira défendre la cause de quiconque. Mais comme je le disais, dans son intérêt personnel, vouloir attaquer ceux se situant au centre du monde, s'auto-proclamant Dieu tout-puissant, ferait partie du développement logique du personnage. Et à tout bien y réfléchir, quelle meilleure place pour un dieu que le trône de ces derniers. Récemment introduit durant la rêverie, il se trouve être occupé par un personnage énigmatique, Im. Ce trône considéré comme unique et ultime, fait d'Im la personne disposant du plus haut titre actuel, celui de roi ou de reine du monde. Ironiquement, nous revenons à un des premiers mythes liés à Ener que j'ai pu évoquer dans cette vidéo, celui du Bouddha, une fois encore, car la combinaison des 2 katakana composant le nom d'Im forme le kanji du Bouddha, Butsu. Alors, hasard ou non, l'histoire que je vous narrais un peu plus tôt sur un jeune prince riche prétendant au trône et devenant par la suite le Bouddha, prend désormais tout son sens. Le trône tant convoité, Im l'aurait conquis, tandis qu'Ener, lui, à son arrivée sur la mer Bleue, pourrait vouloir s'en emparer. Et c'est peut-être là que toute l'armée d'automates éveillée dans la cité lunaire de Bidka démontrera enfin son véritable intérêt. Il faudrait une puissance colossale pour mettre à feu et à sang Marie-Joise et vaincre ses protecteurs. Mais n'est-ce pas là le but ultime à la fin de One Piece ? Finalement, s'il doit y avoir un assaut sur la Terre Sainte, Ener et ses Spacey sont les plus aptes à participer à la guerre contre les dieux de la mer Bleue. En écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte à quel point l'arc de Skypiea et le personnage d'Ener étaient particuliers dans l'univers de One Piece. De ce fait, une théorie bien plus énorme m'est venue en tête qui ne concernera non pas seulement Ener, mais littéralement la toute fin du manga. C'est pourquoi une deuxième vidéo, qui n'était absolument pas prévue, verra le jour dans les prochaines semaines et qui, pour la première fois de la chaîne je crois, traitera de l'arc final de Marie-Joise. En tout cas, c'était un plaisir de parler enfin d'Ener. Je vois vraiment son retour sur Wano Kuni, bien qu'il y ait actuellement déjà trop de grands personnages importants. Cela me semble donc compromis malgré tout, mais ses liens avec le Japon et même avec Vegapunk sont loin d'être un pur hasard venant d'Oda. J'espère que cette vidéo vous aura plu les bros, on se retrouve bientôt sur la chaîne, cependant laissez-moi un tout petit peu de temps pour la grande théorie que je viens de vous teaser à l'instant, ça risque de prendre du temps à mettre en place. Passez une excellente journée ou une excellente soirée les bros, soyez prudents, peace.